Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un coin du geek, encore une fois, avec coach Charles Castonguay, qui, cette fois-ci, nous donne un masterclass sur ce qu'on appelle l'efficacité de course. On parle principalement de course à pied, mais ça s'applique aussi dans tous les autres sports d'endurance. En fait, c'est l'efficacité avec laquelle tu fais ton mouvement, la façon avec laquelle tu peux dépenser le moins d'efforts possible pour un mouvement donné. Bref, Charles nous explique qu'est-ce que c'est puis comment faire pour l'améliorer. C'est extrêmement intéressant, évidemment. C'est un deep dive comme dans tous les coins du geek, mais c'est une conversation qui est très pertinente pour les gens qui souhaitent améliorer leur pratique de sport d'endurance. Puis, si je me fie aux gens qui viennent me parler du fait qu'ils écoutent le podcast Upika, c'est votre cas. Le podcast est présenté par Upika. On a un restock complet, un retour d'inventaire complet sur toute la gamme de produits Upika. On a eu des enjeux d'inventaire, j'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents, liés à plein de choses, nécessairement pas nécessairement, mais premièrement une croissance qu'on n'avait pas planifiée. Donc là, c'est de retour. Donc, on espère que les problèmes d'inventaire seront derrière nous. Donc, si vous attendiez avant de passer une commande, allez au upika.ca et utilisez le code promo UPIKAPODCAST pour 10% de rabais sur votre première commande. Et sans plus attendre, bon coin du geek. C'est une distance qui est vraiment inconnue. On parle de Cap-Québec. On parle de mon la distance, demi-longue distance qu'ils appellent, ouais. Tu sais, le 113 km ou le 70.3 ou le demi-Ironman, peu importe comment on l'appelle. Mais je trouve que demi-Ironman, ça diminue le... J'en parlais avec Maxime Martin, je trouve que ça diminue le truc parce que dans le fond... C'est un demi, c'est comme juste comme un demi-marathon. C'est ça, c'est pas un demi, c'est une distance complète que tu peux t'entraîner spécifiquement pour cette distance-là. Parce qu'on s'entend que ça peut et probablement pour la plupart des gens, c'est plus difficile qu'un Ironman des fois parce que ça dépend juste de l'intensité que tu lui donnes. Hein. C'est ça, exact. Un 5 kg ou un 1500 à très haute vitesse. Ça peut être aussi dur qu'un 10 kg qu'un marathon, tout à fait. Mais bref, moi, je pense que je suis prêt. C'est juste une distance qui est un peu insécurisante parce que je sais pas, tu sais, 4h30, mettons, à peu près, que je vise, là, ish. Je sais pas si c'est réaliste ou non, mais j'ai jamais fait cet effort-là. Là, à part entre elles. À part en termes de longueur, mais pas en compétition. Ouais. Tu sais, entre elles en entraînement, genre. 4h30, ben, sur un 80. J'ai fait plus que 4h30, mais 4h30 d'intensité, tu sais, parce que 4h30, veux pas. Tu peux quasiment être au threshold. Il y a 3 sports différents. Fait que c'est ça. L'implication musculaire est différente. Tu peux te mettre au threshold quasiment pendant quasiment la course au complet, tandis qu'en trail sur un 80, pas vraiment, là, tu sais. Ça serait intéressant à mesurer. Je pense pas que tu peux te mettre à threshold pendant 4h30, mais je suis d'accord avec toi que, étant donné la variabilité du sport, l'implication musculaire qui est différente, peut-être tu peux atteindre ça. Là. J'avoue que je vais peut-être être 10 beats par minute en bas de mon threshold, mettons. Ce qui est très significatif quand même. Ben oui, c'est très, très significatif. La différence entre 172 et 162, là. C'est énorme différence. Oui, il y a une grosse différence. Là. En tout cas, pour moi, il y a une grosse différence quand je fais des marathons. Là. Ben oui, c'est ça, exact. Si je commence à 160, mon marathon, ou à 170, c'est un prédicteur de comment ça va finir selon moi. Mais c'est ça. Des fois, peut-être que je le regarde trop puis ça m'influence sur le résultat. Sûrement, Mais en même temps, tu sais, je veux dire, ton corps te ment pas. C'est ça, exact, c'est ça. Puis tu sais, il faut que c'est la meilleure mesure parce que là, je regardais la température, puis tu sais, moi, je struggle dans le chaleur, on en a déjà parlé ensemble, puis il y en a chaud, tu sais, puis c'est... Faut que tu te fies à ça parce que sinon, tu peux pas te fier à un pace. Non, exact. Tu peux pas te fier à du wattage parce que ça se peut que tu te fasses baiser si tu fais ça. T'es mieux de te fier à ton heart rate, c'est la seule vraie donnée. Là. Ouais, exact. Ton cœur te ment pas, il te donne l'effort fourni. Puis, exact. Mais, je te souhaite bonne chance pour ça. Ça va être une belle expérience. Merci, merci. Éventuellement. Ouais. Le sujet de ce... Premièrement, merci à Musette
Musette CC sur Grande Allée, buvette et shop de vélo magnifique qui nous laisse enregistrer les coins du geek ici, devant les magnifiques bikes. Merci Devant pour les l'espace. lunettes, en ce Tour de France de Pogacar signé. Ouais, les lunettes de Pogacar signées, comme on en parlait tantôt, ça vaut plus cher qu'une carte de Sidney Crosby recrue. Là. Puis il n'y a plus de Upica en ce moment parce que chaque fois qu'il y en a qui arrivent ici, ça se fait dévaliser. Mais il y a une commande qui s'en vient, fait qu'ils tiennent les produits Upica. Fait que si vous habitez à Québec, passez chez Musette. Yes. Bref, le sujet d'aujourd'hui du coin du geek. Après avoir parlé du VO2 max en profondeur, on l'a effleuré presque parce que si on en parle en profondeur, on peut en parler pendant 20 heures de temps. Parlons de l'économie de course, qui est un autre facteur de performance selon plusieurs auteurs qui est important. Et quand tu tombes dans l'économie de course, là, pour ceux qui connaissent l'expression, c'est un rabbit hole d'informations que tu peux aller très loin et mélanger. Tu peux geeker loin. Là. Tu peux très geeker loin. Fait qu'on va se concentrer sur les facteurs principaux parce que il y en a beaucoup, là, beaucoup à dire. Économie de course, est-ce que ça te parle, toi? Est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai entendu l'expression. J'ai vu dans plusieurs reels sur TikTok ou sur Instagram que la raison principale pourquoi courir améliorait la course, c'est que tu améliorais ton efficacité de course. Exact. Aussi, entendu parler de l'efficacité de course en lien avec les chaussures. Exact. Donc, c'est pas mal la limite de ma connaissance. Parfait. On va définir l'économie de course en premier pour ensuite pouvoir en parler. En fait, l'économie de course, selon Bakker, dans son étude de 2014 sur le sujet, définit l'économie de course comme étant l'habilité d'un individu à se déplacer de façon efficace et économe sur le plan énergétique. Donc, pratiquement, il s'agit précisément de la consommation d'oxygène et, par extrapolation, la consommation d'énergie à un régime stable pour une vitesse de course donnée. Et là, on parle de course à pied, on dit économie de course, mais ça se reflète aussi en vélo. On parle d'économie de travail. En ski de fond, même chose. En natation, économie de travail aussi. Donc, ce qu'on dit pour la course à pied dans la prochaine heure, peu importe, ça peut s'appliquer aux autres sports. Pas à 100%, parce qu'il y a des choses qu'on va regarder en course à pied qu'il n'y a pas dans les autres sports, mais en général, ça peut se transférer aux autres sports aussi. Moi, j'ai été coach de ski de fond pendant un certain moment, puis je peux t'assurer que l'économie de travail en ski de fond, c'est un facteur de performance extrêmement important. La technique, l'efficacité de technique, comment tu vas disperser l'énergie des pôles dans la neige pour glisser un peu plus longtemps. Et juste par expérience, quand j'ai commencé à faire du ski de fond, dans ma tête, la première fois que j'en ai fait de façon sérieuse, c'était impossible de ne pas être en zone 3. Là. Puis peut-être que les nageurs qui commencent ont le même constat. Il y a beaucoup de nageurs probablement qui nous écoutent ou de triathlètes qui nous écoutent qui se disent c'est impossible de faire 100 mètres en natation. Relax. Non, impossible. Ça, exact. Puis comment on améliore ça justement? Mais ce qui est en fait, puis quand j'avais fait le podcast sur Natation 101, où est-ce que je répondais un peu aux questions que j'avais reçues, ce qui est la première chose à être capable de faire, aller lentement. Exact. Être capable d'être relax, c'est la première chose qu'il faut être capable de faire avant d'aller vite. Ça, c'est sûr. Exactement. Puis comment on apprend à être relax à la base? Ça peut être la poule ou l'œuf, parce que c'est-tu comme le volume qui va nous permettre ça? C'est quoi qui va nous permettre d'être plus relax? On va définir un peu l'économie de travail puis comment l'améliorer, cette économie de travail-là, par plusieurs facteurs, justement. Selon Barnes, une étude de 2015, lui, il dit que cette valeur reflète l'économie totale, une mesure qui représente les composantes métaboliques, cardio-respiratoires, biomécaniques et neuromusculaires de la course. Fait que c'est vraiment une notion qui va englober tous ces phénomènes-là, donc qui est très général, mais qui est très spécifique aussi. Là. Justement, on parlait de natation, de ski, à quel point en faire, juste être meilleur techniquement, ça peut t'améliorer. Là, l'économie de travail est importante pour la performance et même selon plusieurs auteurs, j'en ai sorti une vieille étude quand même, 2004, 2004, c'est pas vieux pour les gens qui sont... en tout cas, on se rappelle très bien de 2004. Mais quand dans le jargon scientifique, là, 10 ans, là, on essaie d'éviter de mentionner les études de 10 ans. Mais bon, là, ça fait plus que 20 ans, mais ça reste une citation qui est quand même assez intéressante. Saunders
qui va dire qu'il existe une forte association entre l'économie de course dans le fond et le demi-fond et que c'était un meilleur prédicteur de performance que le VO2 max chez les coureurs élites. Okay. Si tu compares un coureur à l'autre qui ont à peu près des VO2 max similaires, ben la différence de VO2 max ne va pas faire qu'un va être meilleur que l'autre sur une distance déterminée comme un 10, un 21 ou un 42 et ce serait l'économie de course qui amènerait davantage le prédicteur de performance pour deux individus qui seraient égales. Donc, leur efficacité, comme on a dit, métabolique, mécanique, neuromusculaire, etc., etc. Et justement, lui, il va mentionner, puis on va en parler plus amplement après, que ça serait dû à des adaptations métaboliques dans le muscle par rapport à une meilleure concentration, par exemple, de mitochondries, d'enzymes oxydatives, une meilleure capacité du muscle à emmagasiner et relâcher l'énergie élastique, surtout dans les membres inférieurs, et ensuite de moins perdre d'énergie en général à absorber l'impact et ensuite le redistribuer dans le mouvement sportif. Donc, tous ces facteurs-là qui influenceraient plus la performance que justement le VO2 max. Comme je te disais la dernière fois, j'ai une petite amouraine avec le VO2 max. Je trouve que c'est important, mais des fois, je pense qu'on y accorde un peu trop d'importance. Puis ce genre de trucs-là, comme l'économie de course, pour moi, ça a le plus de valeur. Plus de valeur que le VO2 max. Mais ça, c'est mon opinion bien personnelle. C'est juste que le VO2 max, c'est facile à calculer parce que tu as un chiffre, puis là, tu peux comparer ton chiffre avec les autres. Mais comparer ton économie de course avec les autres, c'est plus difficile. Ben, en fait, dans le fond, on peut la comparer parce qu'on peut mesurer ta consommation d'oxygène, on peut mesurer ta lactatémie sanguine, tes battements cardiaques à une vitesse, puis les comparer avec plein de sortes de souliers, plein d'individus entre eux, puis voir c'est qui est le moins énergivore sur une telle vitesse. Fait que c'est un chiffre qu'on peut donner quand même. Même si tu veux la donnée, là, je peux te le donner, là, c'est la quantité de VO2 en millilitres par minute divisé par la masse corporelle fois la vitesse à laquelle on va, puis ça donne un chiffre d'économie de course. Fait que, ta montre ne te le donne pas nécessairement à chaque fois que tu fais un jog. Non, mais c'est quelque chose qu'on peut calculer en laboratoire de façon quand même assez efficace. Donc, le facteur numéro 1, on l'a mentionné un petit peu malheureusement déjà, mais qu'est-ce que tu crois qui est le facteur numéro 1 qui peut influencer ton économie de travail ou ton économie de course? La capacité musculaire à en faire, le volume. Là. Exactement. Fait que c'est juste la spécificité de la tâche. Fait que si tu veux être économe à la course, tu cours. Faut que tu cours. Faut que tu sois patient puis que tu accumules des kilomètres puis tu accumules des kilomètres. Et ça a été prouvé dans plusieurs études, justement, qu'on compare la consommation, justement, énergétique, etc., l'économie de course d'élite versus des amateurs qui débutent. Et on remarque, justement, que la consommation énergétique à des vitesses similaires, par exemple, à 10 km/h, va être vraiment inférieure pour quelqu'un d'élite. Fait que pour se déplacer la même distance, la même vitesse, il va consommer presque 2 fois moins d'énergie finalement. Fait que ton corps s'adapte énormément à la quantité justement de course ou de sport général que tu vas lui amener. Bref, l'expérience, c'est pas mal le facteur numéro 1, la spécificité qu'on peut attribuer à l'amélioration de l'économie de course. Deuxième facteur. Vas-y. En le faisant... juste en faisant le volume puis la spécificité du mouvement, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une... Je sais pas comment poser ma question. Est-ce qu'il faut que tu ailles une préoccupation sur la technique de course au moment de le faire ou juste de dire à quelqu'un « cours » puis qu'ils se mettent à courir puis que ça va s'améliorer. Pour la course en particulier, on va en parler tantôt, puis c'est pas ce qu'on pense, justement. Pour les autres sports, je serais pas d'accord avec ce que je vais dire plus tard. Parfait. Comment ce qu'ils te font. On met ça sur la glace pour l'instant. Mais oui, c'est un très bon point, justement, puis qu'il faut l'éclaircir plus tard. Mais pour la course à pied, c'est comme une petite bulle isolée des autres sports, je trouve, en tout cas. On met ça sur la glace, on y revient. Deuxième facteur le plus important et de loin pour améliorer l'économie de course. Qu'est-ce que tu penses? L'aérobie ou la fitness aérobique, non? Pas nécessairement. Pas nécessairement. La technique? Non, malheureusement. Vas-y donc. La musculation. Ah ouais. Ouais, faire de la muscu. Ouais. Et là, je prêche pour ma paroisse parce que moi, je suis un grand... Malgré que j'en fais pas assez moi-même, j'en faisais énormément quand j'étais jeune, du chest-bras, mais là, j'ai laissé ça de côté un peu, puis je fais beaucoup de trucs fonctionnels pour mon sport qui est la course à pied, mais encore là, je trouve que j'en fais pas assez. Surtout l'été, quand il fait beau, ça me tente pas d'aller dans le gym comme la plupart des gens. L'hiver, ça passe mieux quand il fait moins 40, de se faire une petite séance de force. Mais ouais, la musculation, incluant là-dedans, on va dire la force maximale, la pliométrie,
donc les sauts répétés, etc. Et le gainage qui sont très importants. Donc, le gainage, on parle de force du tronc, abdos, en gros guillemets. Et ça, c'est beaucoup d'études qui vont prôner justement la musculation comme étant un des facteurs les plus importants pour l'économie de course. J'en ai une ici, justement, de Patoz et collaborateurs de 2023 qui comparent 31 coureurs attribués au hasard dans des groupes, en fait, et dans le fond, ils mesuraient justement l'économie de course pour cette vitesse-là, c'était normalement, selon presque toutes les études, c'est 10, 12 et 16 km/h, malgré que l'économie de course peut se mesurer à plein de vitesses, là, en fait, plein de vitesses spécifiques, mais normalement, dans les études, c'est pas mal ce range-là, 10, 12 et 14. Et finalement, on avait justement 31 coureurs amateurs divisés en 2 groupes, et on regardait, en fait, si on n'augmente pas justement le volume de course, on maintient ça stable. Est-ce que l'ajout justement de pliométrie ou de force, d'entraînement en force, avec seulement le poids du corps, pouvait améliorer l'économie de course. Et on a observé justement qu'après combien de séances? Je crois que c'est une vingtaine de séances. Il faudrait que je confirme. Je ne l'ai pas sous moi. Mais on avait une amélioration en moyenne de 2,1% d'économie sur des tests qu'on allait faire. Entre ceux qui faisaient de la musculation? En général. Ouais. Fait que dans le fond, tu as plio, t'as le poids corporel, puis pas le poids corporel, le plio, la musculation avec le poids corporel, oui. Et on mesurait l'économie de course avant et après de ces deux groupes-là. Et pour voir c'est quel type de force, en fait, quel type d'entraînement en force qui pouvait améliorer le plus l'économie de course. Ouais. Et justement, on a observé qu'en moyenne, les 2 groupes, ils allaient s'améliorer d'au moins 2%. Et 50% des coureurs de tout le groupe allaient chercher 5% d'amélioration. Fait qu'il y avait quand même un autre 50% qui avait beaucoup moins amélioré selon cette stat-là. Mais 50% des coureurs, peu importe ce qu'ils avaient fait, allaient chercher un 5% d'amélioration de leur économie de course si c'était le seul facteur qu'on ajoutait à leur entraînement en tant que tel. Fait que c'est quand même assez intéressant comme facteur. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la différence entre ceux qui ont 5% et ceux qui ont 0%? Après ça, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Peut-être l'intensité que tu mets dans ta musculation. Ouais. Ceux qui font semblant de sauter en plio, ceux qui sautent vraiment, ceux qui sautent à bloc avec une intention réactivité accrue. Justement, ceux qui vont pousser peut-être leur musculation un petit peu plus loin, même si c'est avec le poids du corps, qui vont aller un peu plus vers l'échec, entre guillemets, versus ceux qui vont en faire un petit peu moins. Okay, fait que, mettons, la différence dans cette étude-là, tu l'attribuerais plus à la qualité de l'action comme telle qu'à une diversité des réponses physiologiques par candidat? Non, en fait, c'est ça. Il y a peut-être ça, puis il y a, comme tu dis, la diversité aussi. Ouais. Il y a plein de facteurs génétiques, il y a d'autres facteurs qui peuvent être... C'est dur d'isoler chacun des paramètres, malheureusement. Mais oui, en fait, là, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des facteurs génétiques, physiologiques attribuables à chacun qui peuvent modifier la réponse. Ouais, mais on peut quand même se dire que ce ne sera pas 0% si tu fais ça comme du monde. Exactement. Ouais. Tu vas aller chercher comme un 1-2% minimalement. Ensuite, on a une autre étude, justement, de Lee de 2019 et collaborateurs, 28 coureurs qu'on a analysés justement à 12, 14 et 16 et on a fait pas nécessairement de la musculation, mais on a fait des tests en musculation sur des plateformes de force au niveau squat, saut vertical, saut en réactivité. Et on a mesuré justement lequel avait la meilleure économie de course versus les résultats de tests qu'on avait. Et ce qu'on a remarqué, c'est ceux qui avaient la plus grande force excentrique dans les tests de force, la meilleure réactivité dans les sauts. Surtout dans les sauts de chevet, on va dire, et ceux qui avaient la meilleure raideur lors de la course. Donc, sur le tapis roulant, on est capable de mesurer l'indice excentrique d'absorption de la force, la modification du centre de masse, etc. C'est eux qui démontraient la meilleure économie de course. Donc, ceux qui étaient capables d'être plus réactifs et de résister à l'impact le plus. Donc, il y avait le centre de masse qui bougeait le moins, qui était, en fait, il y avait la plus grande force excentrique, avait une meilleure économie de course, donc qui étaient plus économes dans leur patron de course. Ouais. Ce qu'on faisait pas de corrélation, par exemple, avec la force maximale en squat et la force concentrique en squat. Donc, il n'y aurait pas de corrélation entre combien tu es capable de pousser en squat et combien de force tu es capable de développer en squat aussi avec ce facteur-là. Et ça, peut-être qu'on peut attribuer ça à la spécificité aussi du test qu'il faisait, que le squat, c'est très vertical et la course, c'est un peu plus horizontale. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose à aller chercher par rapport à ça. Ensuite,
Ça, c'est une étude très intéressante de Belty et collaborateurs de 2016. 40 semaines, 2 séances par semaine pour des coureurs qui ont en moyenne un VO2 max de 61. Fait que ça, c'est quand même assez élevé comme VO2 pour des coureurs amateurs. Et ce qu'on a remarqué, que sur un plan justement de 40 semaines, groupe contrôle versus groupe qui ont fait de la musculation 2 fois par semaine en force maximale et en incluant un petit peu justement de pliométrie, la vitesse à VO2 max pour le groupe qui a fait de la musculation avait augmenté de 3,5 %. Ah ouais. C'est quand même vraiment énorme. Gros, là. C'est un petit facteur, la muscu, là, mais que tu peux aller chercher énormément de bénéfices. 2 séances pendant 40 semaines. Oui, exactement. Et la musculation, l'économie de course avait diminué justement de 5 %. Ah ouais. En fait, il avait gagné 5 % sur leur économie et il avait gagné 3,5 % sur leur vitesse de VO à la VAM, finalement, la vitesse à VO2 max, qui est gigantesque. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui corrèle avec plein de choses que j'avais lues, c'est qu'il n'y avait pas une grosse différence entre les semaines 0 à 20 et les semaines 0 à 40 pour les deux groupes. C'est-à-dire que ceux qui avaient fait de la musculation pendant les 40 semaines versus le groupe de contrôle, il y avait comme un peu stagné à la 20e semaine, puis il n'avait pas été chercher plus de gains entre la semaine 0-20 puis 20-40. Fait qu'il y avait eu beaucoup de gains entre la semaine 0 et 20, puis ensuite, il y avait stagné un peu dans leur augmentation. Fait que c'est du monde qui part de ne pas faire de muscu, en faire. En 20 semaines, tu vas chercher un genre de plateau. Exactement. Puis après ça, il y a un retour diminutif de l'efficacité de ton entraînement. Exactement. Fait que ça pourrait peut-être te guider un peu sur, combien je devrais en faire avant mon événement, etc. Mais tu sais, sache que justement 2 séances par semaine pendant justement ces 20 semaines-là, ça t'a fait gagner le plus. Puis après ça, c'était un peu marginal. C'était pas vraiment. C'est peut-être aussi, une fois que tu vois ça, tu te dis, OK, là, c'est peut-être la raison derrière faire plusieurs ISO, plusieurs types de training, plusieurs, OK, 20 semaines de comme ça. 20 semaines, c'est beaucoup, là. Mais on fait ça, après ça, on change, change pour avoir une progression. À la place de mettre la même intensité et d'avoir des gains marginaux pendant la deuxième 20 semaines. Puis c'est rare que, mettons, pour un événement X, tu vas avoir des planifications qui vont. Tu sais, oui, mettons, on a des planifications sur une année, sur 4 ans, des fois, pour des athlètes. Mais pour un bloc spécifique, c'est rare qu'on va dépasser un 20-24 semaines de préparation spécifique. 24 semaines, c'est quasiment un 6 mois de préparation spécifique. T'as le temps d'en faire 2 dans une année. Là. C'est ça, c'est beaucoup de préparation pour un événement. Fait que, tu sais, 20 semaines, ça fait du sens quand même. Puis ça peut te donner un beau 3-4 semaines de taper après pour recommencer un autre cycle, justement. Ensuite, une autre étude que j'ai sortie justement de l'ANOS et Lagos de 2023, qui est une méta-analyse qui étudie en fait plein d'articles et qui est allé chercher le plus d'informations possible sur l'économie de course et la musculation justement, pour nommer encore ça. Ils se sont rendus compte que plus l'économie de course est mesurée à vitesse élevée, plus la charge, je recommence. Plus l'économie de course est mesurée à vitesse élevée, plus le renforcement avec charge lourde l'améliore. Fait que plus de faire quand on fait de la force maximale, justement. Tu vas améliorer ton top speed. Là. Exactement. Fait que dans le fond, tu vas aller chercher plus de gains dans des vitesses élevées de ton économie de course avec des charges qui vont être plus maximales. Fait que faire la force maximale serait plus efficace pour améliorer ton économie de course à haute vitesse que faire du body weight, par exemple, etc. Là. Question. Est-ce que, d'après toi, faire de la force max, oui, ça va aller améliorer ton top speed, mais est-ce que tu penses que ça peut nuire à ton threshold speed? Je te donne un exemple. Quand je faisais de la natation, faire de la musculation puis de la force max, autant en pull-ups qu'en squat, c'est allé améliorer drastiquement mon 50 crawl, mon 50 papillon, mon 50 dos. Mais ça m'a fait prendre beaucoup de masse, ça m'a fait devenir plus lourd, puis ça m'a fait accumuler de l'acide lactique vraiment plus vite dans mes muscles. Fait que ça fait que mon 200 est devenu misérable versus quand j'avais 17 ans maintenant. Ouais, je comprends. Là, tu sais, mettons, en vieillissant, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui vont changer. Plus tard que 17 ans, là, mais tu sais, ma spécialité a passé du 200 au 50 quand j'ai commencé à faire de la musculation pour le 50, puis mon 200, il est pas juste resté là.
il a ralenti. La question, c'est est-ce que ton 200 était compétitif? Extrêmement compétitif. Ah ouais, hein? Ouais. Okay. Puis là, c'était ma spécialité. OK. Puis là, ça l'a switché au 50 qui est devenu ta spécialité. Exact. En fait, c'est prouvé, puis je vais le mentionner juste après, que la musculation améliore aussi le seuil lactique en général. Puis là, après ça, ça dépend de qu'est-ce que tu fais tout autour de la muscu aussi. Là, c'est peut-être que j'ai arrêté de faire des entraînements de 200 en piscine. Exact. Fait que c'est ça, je pense que c'est le plus grand facteur. La prise de masse, etc., t'es un petit peu plus lourd, ça a sûrement un impact. Mais je pense que c'est peut-être tout ce qui entoure la musculation. Probablement que c'est un tout. Peut-être que la musculation, la muscu que tu faisais, était pas, je sais pas qu'elle était mal adaptée, mais tu en faisais peut-être trop, si tu as pris autant de masse, je sais pas si tu levais des charges extrêmement lourdes, puis toi, je sais pas si ça regardait un poids, tu gonfles, là, mais il y a des gens que c'est ça, là. Moyen, là, tu sais, mais j'avais quand même 20 livres de plus que j'ai là, tu sais. Fait que tu peux l'imaginer, là, tu sais, j'avais 20 livres de plus, c'était d'un traps puis d'un lats. C'était ça. C'est sûr que, tu sais, je pense que malheureusement, la prise de poids, entre guillemets, peut expliquer que ça ralentit une petite affaire. Mais tu as probablement raison qu'en même temps que faire ça, j'ai arrêté de faire des entraînements d'endurance lactique, faire ce genre d'affaires. Moi, je pense que c'est ça le plus grand facteur, mais on pourrait en débattre. C'est souvent multifactoriel, puis ça dépend pas de juste une affaire. Je pense que, moi, quand il y a un athlète qui vient me parler d'un problème en particulier, il y a plein d'éléments qui ont affecté une mauvaise performance ou un changement de performance, puis c'est pas juste, mettons, le fait que tu aies fait du 5RM ou du CRM dans le gym, là, c'est souvent factoriel, etc. Mais voilà. Aussi, justement, et cette étude-là, justement, qui vient d'une infographie de la clinique du coureur, on les salue, justement, que je leur ai emprunté, des collègues très, très bons dans le domaine aussi. Ils disent que, justement, à l'inverse, la pliométrie améliore l'économie de course seulement à des vitesses un peu plus lentes. Fait que la plio aurait plus d'impact sur des vitesses plus lentes, puis la force maximale aurait fait des impacts plus sur la vitesse très élevée. Mm-hmm. Si on veut pas se casser la tête, là, en général, on pourrait dire, justement, que la force, ça améliore juste l'économie de course, point final, puis c'est tout. Puis qu'un programme balancé avec la force max puis de la plio serait la meilleure avenue pour Exactement. améliorer son efficacité. Tout le monde, même pour les athlètes de haut niveau. Moi, ce que j'aime faire, c'est, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais commencer justement avec des charges pas trop lourdes pour que ton body s'acclimate un petit peu, puis après ça, tomber sur de la force max, puis on appelle ça du contraste. Là. Fait un exercice de force avec un exercice plus dynamique, plus puissance en pliométrie, en réactivité, etc. Combiner un peu les deux. Je pense pas qu'on devrait juste faire un ou l'autre. Je pense qu'on devrait les mixer ensemble. Comme j'ai déjà dit souvent avant aussi, juste faire des exercices de plio, juste faire des séances de pliométrie 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. J'ai souvent vu des athlètes qui se cassaient la gueule avec ça parce que c'est très énergivore au niveau neural aussi. Puis ensuite, quand tu vas faire tes intervalles, tel groupe musculaire est très fatigué, puis là, demander tu te blesses. Moi, je trouve que des grosses séances de plio, c'est plus taxant que des grosses séances de force maximale. Fait que de limiter un peu justement la quantité de sauts que tu vas faire dans une séance, puis d'essayer de la mixer avec de la force un peu, ça peut être bon. Il y a des auteurs qui parlent de 20 à 30 contacts par séance, ça serait suffisant en pliométrie pour améliorer ta réactivité, puis la raideur de ton membre inférieur. C'est quand même pas beaucoup, mais si tu le fais à bloc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis c'est plus la qualité qu'on veut aller chercher que la quantité. T'sais. Faire 150 sauts répétés de haies sur une séance, c'est quoi le but de ça? Est-ce que c'est d'améliorer ta raideur ou de, je sais pas, créer telle adaptation lactique, etc.? Les deux sont bons, mais si ton but, c'est d'améliorer justement la raideur au sol qui, elle, va avoir une corrélation directement avec la vitesse à VO2 max, l'économie de course, je pense qu'en faisant 300 sauts, tu manques ton coup parce que la fatigue qui vient avec est trop grande. Puis à un moment donné, ça fait juste fatiguer tes muscles, fatiguer, entre guillemets, tes tendons, ton système nerveux, puis toute l'énergie qui est absorbée n'est pas bien redistribuée dans le corps, puis ça peut causer des traumatismes, justement, en tout cas, qui causent des blessures. Bref. L'économie de course par la force, pourquoi ça améliore l'économie de course, la force? Et là, il y a beaucoup de facteurs dans l'équation. Une infographie justement de Lima et Blagrove de 2020 qui est très intéressante. En fait, le premier facteur, en fait, c'est que ça augmente le recrutement des unités motrices. Donc, ça va augmenter la coordination
et l'efficacité intra- et intermusculaire. Intramusculaire par le nombre d'unités motrices ou de fibres, en fait, en guillemets, qui vont être activées lors de l'activité, qui vont te permettre d'être un petit peu plus économe et de ne pas nécessairement utiliser toujours les mêmes fibres. Et intermusculaire dans la synchronisation de tes groupes musculaires. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, tu es dominant des quads, ben, tu utilises tout le temps tes quads. Mais en faisant de la force, tu apprends aux autres muscles à se recruter, à travailler ensemble. Tu vas inclure tes fessiers, tes ischios là-dedans. Donc, lorsque tu vas courir ensuite, il y a une meilleure distribution des forces qui se fait entre tes quads, tes ischios, tes fessiers, tes mollets, et pas juste sur tes quads comme toi. C'était le cas il n'y a pas longtemps. Donc là, il y a une fatigue qui se crée qui est beaucoup plus accrue au niveau local de tes quads versus quelqu'un qui est capable d'utiliser tous ses groupes musculaires et de distribuer l'effort un petit peu. Tu sais. Risque de blessure accrue aussi. Oui, exactement. Tu peux en parler. Donc, augmenter la force maximale des muscles aussi va avoir un impact sur le pourcentage de force maximale utilisée pour courir. Donc, plus ta force maximale est haute, plus courir à une telle vitesse va demander un moins haut taux de force. Ça va augmenter la force et la stabilité aussi au niveau du tronc. Souvent, les gens qui vont faire plus de muscu, de gainage, ben, ils vont tourner moins le tronc, ils vont faire moins de flexion latérale, dandiner un petit peu moins. Donc, il y a une économie au niveau du tronc qui est reflétée. Une des choses très importantes aussi, c'est qu'on voit que le centre de masse va moins bouger un peu aussi, puis qu'on appelle ça l'oscillation verticale. Là. Il y a moins de up and down, puis la trajectoire est un petit peu plus linéaire. Puis ça serait aussi dû à la raideur du membre inférieur. La raideur, justement, on parle souvent plus des mollets, du tendon d'Achille, qui sont capables d'absorber la force en excentrique un petit peu mieux et de la redistribuer de façon plus dynamique et rapide. Au lieu de collapser vraiment vers le sol, d'aller s'asseoir vers le sol, eh bien, justement, tout le travail musculaire qu'on fait nous permet de résister à cette force-là et de la redistribuer vraiment plus efficacement. Donc, une meilleure économie de course parce qu'on ne perd pas de temps et on ne perd pas d'énergie à s'affaisser, se redresser, s'affaisser, se redresser. Donc, l'oscillation qui est moins grande en général. Et pour ceux qui s'intéressent, et parce que je suis un préparateur physique et un kinésiologue, la musculation, ça a beaucoup de bénéfices sur autre chose aussi, c'est-à-dire l'amélioration de la capacité anaérobique selon les études. La capacité anaérobique qui est souvent due aux fibres rapides de nos muscles qui vont nous permettre d'être puissants et rapides, qui sont importantes même sur une course de 10 heures, même sur un demi-Ironman, quand tu veux faire des attaques. Et aussi, juste là, la contribution du système anaérobie dans un effort est toujours un petit peu là quand même. Il y en a tout le temps. Souvent, on va diviser les deux. On a l'aérobie puis l'anaérobie, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans ton corps. C'est un continuum. Puis si les deux sont quand même assez forts, c'est sûr qu'on veut que sur un demi-Ironman, que l'aérobie soit plus forte. Là. Mais l'autre, il peut venir quand même bonifier un petit peu. Là, et donc, ça va améliorer ça. Ça va améliorer, on en a parlé, la vitesse à VO2 max. Et ça, selon plusieurs études aussi, améliore la vitesse au seuil anaérobie, donc le LT2 qu'on parle de seuil lactique. Donc, pour répondre à ta question, si, par exemple, il y a une diminution de ta performance sur le plus long, il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Comme on disait, que ça, malheureusement. On parlait justement de technique. Est-ce que l'économie de course est relative à la technique? Eh bien, en course à pied, malheureusement, on ne peut pas faire d'association directe. Il n'y a pas de technique optimale, selon la science, qui nous permet... Il y a des patterns qu'on voit qui sont un petit peu plus économes, mais il n'y a pas d'association entre technique de course et économie de course. OK, c'est surprenant quand même. C'est quand même surprenant. Puis je vais m'expliquer. C'est surprenant, mais en même temps, on dirait que ça se peut. Ouais, mais mettons, je te donne un exemple très rapide, puis on va en parler, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit de courir sur l'avant-pied? Plus, parce que tu allais être meilleur en courant sur l'avant-pied. Ouais. Bon, tu sais, est-ce qu'il y a des vraies études qui vont prouver à 100% que c'est meilleur sur l'économie de course? Non. Pas vraiment. Si tu regardes les meilleurs marathoniens au monde... Regarde leur technique de course. Il y en a beaucoup qui strike du talon. Là. Il y en a beaucoup qui strike du talon. C'est les plus rapides au monde. Qui arrivent avec le pied croche. Exactement. Fait que, tu sais, mettons, dire qu'une pause quelconque au pied va améliorer l'économie de course, bon, c'est discutable. Puis il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais en général, ça n'aurait pas vraiment d'impact. Ça n'a pas été prouvé. Puis c'est ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi, quand tu regardes, mettons, juste rapidement en tête comme ça, à Tokyo, marathon femme,
où est-ce qu'il y avait Molly Seidel, l'américaine, qui est arrivée troisième, qui a une stride qui est vraiment, vraiment différente que les deux premières, qui étaient des Kenyanes ou des Éthiopiennes. Je sais pas exactement elles venaient de où, qui ont pas l'air du tout dans la même stratosphère en termes de technique, mais qui, au final, font une performance qui est quasiment semblable, tu sais. Puis Lionel Sanders, le triathlète Lionel Sanders, qui court avec un genre de... On dirait qu'il boite, on dirait qu'il s'est fait tirer dans une jambe là, quand il court. Puis il court fucking vite, il court plus vite que tout le monde à la fin de son triathlon. Là, fait que j'imagine qu'effectivement, ça me surprend, mais peut-être pas tant que ça. Oui, exactement. En fait, il y a quand même des patterns qu'on identifie comme étant plus optimales, mais qui sont attribués à d'autres facteurs que la technique en particulier. Mettons, je te donne un exemple, là, Patoz et collaborateurs 2022 qui étudiaient la cinématique 3D des coureurs de quand même de haut niveau. 52 coureurs de 10, 12 et 14 km/h. Il y a beaucoup de caméras, de marqueurs sur les articulations et tout. Et ce qu'on observe justement, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'économie de course et la technique de course, malgré la grande variabilité des techniques des 52 coureurs. Puis il n'y aurait aucun avantage à forcer ou enseigner une technique de course à un coureur, justement. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Puis est-ce que quand d'après toi, puis on jase, là, on discute, d'après toi, quand tu prends des enfants de 5 ans, puis tu leur fais faire un cross-country, pas 5 ans, c'est peut-être jeune. Ben non. Mettons des enfants là, tu sais, en première, deuxième année du primaire, puis là, tu fais faire du cross-country, tu fais, OK, on fait 1 kilomètre autour de l'école, 2 tours de l'école, mettons. Puis que là, tout le monde court, mais tout le monde court différemment. Là. C'est le mouvement naturel de ton corps de courir comme tu cours quand on te dit de courir. Est-ce que tu penses que... Ben en fait, j'imagine... Mais je comprends ta question, c'est qu'il y a un aspect naturel à la course à pied que chaque être humain a. Que tu n'as pas en vélo, parce que tu n'es pas du ventre de ta mère sur un vélo. Là, c'est pas mais ça. En natation, tu l'as un peu, par exemple. Peut-être un peu. En natation, quand tu mets tous des jeunes dans l'eau, ils vont tous nager différemment. Même encore, on peut réfléchir à pourquoi c'est comme ça, là, mais dans les épreuves courtes, les styles se ressemblent beaucoup. En natation. Puis peut-être qu'on peut penser à course à pied aussi. Là, dans un 100 mètres, les gars, ils courent pas mal tout pareil. Oui, c'est ça. La technique devient quand même plus importante. Sauf qu'après ça, quand tu regardes du 1500, mettons, ou encore plus, du 10 km en eau libre ou du marathon d'eau libre, ou même chose à la course à pied, j'imagine, les styles ils varient énormément. Énormément. C'est ça, en course à pied, c'est exactement, c'est que tu regardes un marathonien, mettons le gagnant de toutes les Olympiques, qui courait pas mal tout différemment. Kipchoge, là, qui est c'est quasiment jouissif de le regarder courir tellement qu'il est beau à voir courir économe et tout, mais tu regardes un autre qui finit deuxième puis il court vraiment pas bien selon nos critères, mais il finit quand même deuxième. Est-ce que s'il améliorerait sa course, il pourrait être meilleur? Sa technique, ben selon plusieurs évidences, peut-être pas, parce que justement, le changement, peut-être que ça va brimer justement son économie et diminuer sa performance, justement. Fait que, mais il y a beaucoup de sports, par exemple, que je disais, le ski de fond, par exemple, tu sais, il y a quand même... mettons, on va prendre le skating, là, qui est des poussées latérales, mais il y a quand même une espèce de phénomène de diriger ta force dans un sens qui va te faire glisser dans le sens que tu veux. Pareil, en course à pied, tantôt on parlait d'oscillation verticale. Il y a quand même ce facteur-là qui est à prendre en considération. Moins tu vas aller de up and down. Ça, tu n'as pas le choix de le travailler consciemment. Ça n'arrivera pas tout seul. Exactement. Il y en a qui vont l'avoir mieux tout seul, mais ça n'arrivera pas juste... Mais c'est ça, je reviens à l'exemple du ski de fond. Il y a malheureusement des techniques qui sont plus efficaces. Il n'y a pas une technique qui est plus efficace que toutes les autres. Il y en a 3, 4. Souvent, moi, j'aime ça regarder la morphologie du skieur puis dire, OK, lui il a un caisson vraiment épais. Il y a des pecs, fait qu'il aurait peut-être plus d'avantage à être regroupé dans sa prise de pôle. Il y en a qui c'est les lats. Comme Alex Harvey, par exemple, il y avait des gros lats. Il utilisait plus ses lats en skiant. Fait il pouvait se permettre d'être un petit peu plus large puis aller chercher plus loin en avant. Fait que selon ta morphologie, tes muscles, tu peux te permettre de modifier un peu ta technique puis de l'optimiser un petit peu. Mais c'est ça, c'est comme de trop vouloir changer la technique en course à pied. Je pense que moi, personnellement, je pense que tu vas diminuer la performance, à moins qu'il y ait vraiment des choses
dramatique, comme on disait, l'oscillation verticale. Peut-être que justement, tu vois que la personne, elle tourne le tronc dans un sens, dans un l'autre, ça n'a pas de bon sens. Tu veux aller en avant. Là, c'est ça. En natation, c'est le même principe. Tu veux que la traction se fasse ici. Pas... Ça, c'est l'affaire qui peut pas changer parce que tu t'en vas en avant. C'est ça, exact. Fait que c'est ça. Ça a une importance parce que si tu commences à nager en tirant l'eau en latéral, tu vas pas aller en avant. Fait que la technique est importante à ce point-là. Ouais. Si tu cours puis tu vas aller en avant puis tu commences à faire des shuttles sur le de côté, ça marchera pas malheureusement. Fait que ça, il y a des impondérables, mais c'est justement de forcer quelconque technique, ça aurait plus ou moins d'impact. Justement, Anderson, en 2019, et collaborateurs en parlent. 53 études qui sont analysées. 53, c'est quand même une bonne quantité, pour amener des preuves justement sur est-ce qu'enseigner la technique, enseigner la dépôt du pied d'une certaine façon, ça pourrait avoir certains bénéfices. On se rend compte que la dépose du pied, ça a certains bénéfices au niveau articulaire. Donc, ça va, par exemple, si je suis un peu plus talon, il y a moins de pression sur les métatarses, sur la cheville, sur le tendon d'Achille, par exemple, mais il y en a un petit peu plus au niveau du genou, de la hanche. Si je vais un petit peu plus sur l'avant-pied, il y a plus de tension dans mon tendon d'Achille, dans mon pied. Mes mollets sont plus mis en tension aussi. Fait que, à ce niveau-là, on voit quand même qu'il y a un changement puis que la technique peut modifier un peu ce pattern-là. Mais en termes d'économie d'énergie, il n'y aurait pas vraiment de différence entre les facteurs. Fait que ça, c'est quand intéressant, même à prendre en considération. Oui. Est-ce que je veux mentionner celle-là? Moore, en 2016... oui, on se rend compte justement, il y a certaines nuances à apporter, puis je fais la transition comme ça. Il n'y a pas une technique qui serait optimale, parfaite, mais il y a quand même, on va faire l'avocat du diable aussi, il y a quand même certains facteurs qui pourraient l'influencer. On a parlé justement de l'oscillation verticale. Justement, moi, avec collaborateurs en 2016, eux, ils disent que justement, l'enseignement d'une technique n'est pas obligatoire en course à pied, ne devrait pas être fait par le coach, mais quand même qu'on va observer un lien un peu significatif, un important rôle dans l'économie de course et la phase de propulsion lorsque le pied commence à déposer au sol et qui va quitter le sol ensuite. Et ça a été corrélé justement avec une étude de 2024. Yes, on a une étude de 2024 vraiment intéressante. Van Oeren et collaborateurs qui ont analysé la cinématique 3D de beaucoup de coureurs, de coureurs de 51 études différentes et qui en arrivent à la conclusion que l'économie de course serait reliée à 3 choses de technique, on va dire, mécanique. 1, ce serait l'amplitude de la flexion du tronc. Donc, ne pas être, lorsqu'on dépose le pied et qu'on va le pousser vers l'arrière, donc la phase de propulsive, là, du contact initial qu'on parle, quand le pied touche le sol jusqu'à la fin de l'appui, vers le kick arrière, les gens qui ont moins d'amplitude de flexion du tronc ont tendance à avoir une meilleure économie de course. Donc, ils sont moins enroulés. Qui vont pas nécessairement, qui vont être un peu plus redressés, peut-être un petit peu inclinés, peut-être, mais pas enroulés vers l'avant. Donc, on n'a pas une flexion du tronc. Ça aura un impact sur l'économie de course. Une diminution de l'amplitude des mouvements des coudes et des bras. Donc, dans une technique, on va dire, de fond un peu ou de demi-fond, avoir un arm swing qui est très, très, très important vers l'avant, comme un peu en sprint, justement, qui est très important. Le arm swing, en fait, là, plus si tu vas à 30 km/h, 40 km/h, c'est vraiment... il faut que ton arm swing soit très imposant. Mais quand tu vas à des vitesses marathon, je sais pas, pour les meilleurs de ce monde, des 20 km/h, mais pour moi puis toi, peut-être des 15-16 km/h, être un petit peu plus compact, justement, avoir une moins grande flexion du coude puis un moins grand balancier, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est quelque chose que être un petit peu plus regroupé et moins sur les coudes dernièrement, aussi, en regardant des stories d'Eliud Kipchoge, justement. Oh, il est tight, comme ça en avant, un petit bonhomme en avant. Ouais. Puis là, je me suis dit, je vais essayer de faire ça, parce que d'habitude, moi, mes bras ils brassent beaucoup. Ce brassage-là fait que il y a plus d'oscillation, peut-être verticale, mais il y a plus d'oscillation sur les côtés aussi. Exact. Puis là, j'ai essayé de faire, OK, là, on y va vraiment compact. Puis on dirait que c'était vraiment plus facile à la même vitesse. Ah, intéressant. Comme une vitesse. Puis ma respiration, on dirait que c'est
étant donné que le chest n'est pas ouvert en plus, Ouais. t'es comme rapproché par en dedans, Ouais. t'es un petit peu plus dans on dirait dans ta genre de zone, dans ta Ouais, bulle. ouais. Ça a vraiment donné un coup de main. Faire attention parce que si on rapproche trop les bras, ça peut contredire l'autre facteur que je viens de nommer, donc la flexion du tronc. Que, tu sais, Si tu mets par en avant exactement. comme ça, tu restes dos droit. Mais dos quand même, droit, puis un peu plus regroupé, ça aura une meilleure efficacité au niveau mécanique sur que justement fond. les coudes à l'extérieur ou ben non, un gros arm swing qui n'a pas vraiment d'importance quand tu vas à 15 km/h. On le veut parce que on veut pas le. Puis ça, c'est prouvé aussi, c'est que la course à pied, c'est pas juste un mouvement qu'on appelle sagittal, avant-arrière, avant, parce qu'on veut aller en avant, pas en arrière normalement. Mais c'est un mouvement qui est rotatoire aussi. Parce que le tronc, il y a une petite rotation thoracique. On vient croiser le bras, la jambe opposée, donc on vient accumuler de l'énergie en avant qu'on redistribue en arrière en propulsion dans des chaînes croisées. Puis ça, c'est important d'avoir ce petit swing-là, tu sais, de tronc, de bras, mais il y a des gens qui l'exagèrent et l'abusent, et là, les coudes sortent vers l'extérieur, tu sais, il y a des flexions latérales, des grandes rotations du tronc, puis ça, ben, c'est des mouvements qu'on va un peu dire parasites, qui te font perdre de l'énergie pour rien. Tu sais, fait qu'on veut cette petite rotation-là, tu sais, ce petit mouvement balancier-là, mais il faut que ça reste un peu plus compact. Et oui, bon, si tu roules à 40 km/h comme Usain Bolt le faisait, ben, regarde son arm swing ou regarde Audrey Leduc, pour nommer une Canadienne qui va aller aux Olympiques. Mais c'est sûr que son arm swing est beaucoup plus important. Elle roule à 40 Non seulement qu'il va aller aux Olympiques, mais qui a probablement la meilleure saison d'athlétisme du Rouge et Or de l'histoire. Oui, vraiment, c'est assez exceptionnel. Ça n'a pas de sens. Puis c'est une athlète exceptionnelle aussi. J'ai eu la chance de la côtoyer quand elle était à Québec. Elle est rendue à Montréal. On va la recevoir sur le... j'espère, un jour. Oui, j'espère. Donc, parlons de ça 2 secondes. Plusieurs Olympiens de Québec aussi. Plusieurs Olympiens de Québec, oui, tout à fait. De Québec qui s'entraînent à Québec. Fafard. Charles, Thomas Fafard. Desgagnés. Jean-Simon Desgagnés. Tu devrais recevoir aussi. J'aimerais ça. Là, moi, j'ai reçu Charles, je l'ai déjà reçu. Charles Philbert-Thibouteau. Mais Thomas Fafard puis Jean-Simon, je veux les recevoir aussi. Là, des chic types aussi. Je veux recevoir le coach aussi. Oui, Félix. Puis on pourrait faire des coins du geek avec Félix. Avec Félix, ce serait le fun. Intéressant à suivre. De parler de son plan d'entraînement versus certaines évidences. Donc, c'est ça, les mouvements des bras. C'est un petit peu l'amplitude de mouvement des coups de bras un petit peu plus regroupé. Fait qu'il y a un peu moins de coudes et de bras, et la diminution de la flexion du genou de la jambe en suspension. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, il y a des gens que quand ils courent à 30 km/h puis à 10 km/h, ils ont une espèce de mécanique qui se ressemble quand même. Là. Donc, tu sais, ils vont avoir l'espèce de balancier de griffé de la jambe. Ouais. On dirait qu'ils roulent à 30 km/h, mais finalement, ils roulent à 10 km/h comme toi. Et là, le talon va à la fesse, puis là, c'est genre des grandes amplitudes. Et ça nuit à l'économie de course, en fait. Ouais. C'est plus tu vas être capable d'être un peu plus compact, d'avoir une amplitude justement on parle de la flexion du genou à l'arrière. Le talon quand tu roules à 15 km/h, ne devrait pas venir à côté à la fesse. Là. Donc ton genou est un peu moins. Il y a du monde qui bounce beaucoup comme ça. Peut-être que ça crée plus d'oscillation verticale aussi, plus de l'économie. Marco, quand il court, son pied, il a vraiment beaucoup en arrière. Ah ouais, j'ai jamais remarqué. En tout cas, tu regarderas la prochaine fois. Mais c'est ça, en fait, c'est quand tu analyses un petit peu, puis si tu crois à la technique, là, la mécanique d'un 40 km/h ne devrait pas ressembler à celle d'un 10. Ouais, je comprends. Donc, le talon-fesse que tu as à 10 km/h ne devrait pas exister, là, vu si tu veux économiser un petit peu d'énergie, parce que l'énergie que tu utilises à contracter ton ischio pour ton talon-fesse à 10 km/h, il sert à rien. Exact. Il sert absolument à rien. Ouais. Fait qu'on observerait justement dans une foulée qui est plus économe à des vitesses plus modérées, justement, des vitesses 10 kg, demi-marathon, il y a moins de talons-fesses. Puis le talon va quand même se plier au moins à 90 degrés. Le genou va se plier à 90 degrés, mais il ne va pas aller à côté à la fesse en haut, à chaque fois. Enfin. Parce que on fait un éducatif, on le fait pour se rappeler un peu de la bonne technique. Mais dans la 10 km/h, ça marche pas. Ça ne va pas arriver. Là. Et justement... tout ce que tu dis en passant depuis tantôt, là, en natation, ça se prête aussi. Là. Ouais. Tu parles de mouvements parasites, tu parles d'énergie gaspillée en faisant des choses qui te font rien dans... Il y en a plein là, de ça. Ouais. Puis moi, je te parle en fonction de performance. Hein, parce que tout ça relié à plus de blessures, moins de blessures... Pas vraiment, selon moi. C'est juste en fonction de c'est où que je veux aller,
c'est quoi la façon la plus économe d'y aller? Exact. À quelle vitesse? Si c'est telle vitesse, c'est probablement plus ça. Puis si c'est telle vitesse, ben, ça va être une autre affaire. Ouais. Mais à des vitesses qu'on va considérer comme modérées, ben, ça devrait plus ressembler à ça, entre guillemets. Je comprends. Justement, cette étude, cette méta-analyse de 51 articles-là arrive à la conclusion que il y a ces points-là que peut-être qu'ils pourraient être envisagés si tu veux améliorer un peu ta technique, mais bref, ils ne croient pas vraiment selon l'étude. Et la chose qui pourrait améliorer justement tous ces facteurs-là ensemble, c'est l'augmentation de pas par minute. Ouais. Donc, les gens qui vont avoir moins de pas vont avoir tendance à moins appliquer ce que je viens de dire et à avoir une économie de course qui est moins bonne, justement. Ouais. Donc, augmenter un petit peu ta fréquence de pas pourrait être un facteur qui va corriger un petit peu tout ça, justement, qui pourrait être intéressant. Là. Puis, est-ce que c'est le 180 pas par minute qui est ça, en haut de ça, il y a un retour diminutif de l'efficacité de course? Faudrait que je regarde au niveau de la littérature, mais je pense que... J'imagine qu'il y a une raison pourquoi ça a été mis à 180. Ouais, exactement, 180 qui peut être intéressant. C'est sûr que si tu es à 140, probablement que tu as une foulée qui est beaucoup plus longue. Donc là, tous les facteurs que je viens de dire, tu les appliques pas vraiment bien. Donc, tu as une économie de course qui est... ça peut sembler contre-intuitif. Mais n'importe qui écoute en ce moment, mettez-vous sur Spotify une playlist. Vous écrivez 180 BPM playlist sur Spotify, vous allez trouver des playlists avec ces battements par minute-là. Fait que si vous courez techniquement sur le beat de la musique, vous allez être à 180 pas par minute. Mais ça peut paraître contre-intuitif parce que, mettons que tu es à 140, puis là tu te dis, mais là, 180, je vais courir trop vite. Mais essaie de le faire en restant relax, puis ça devient plus facile. Oui, exactement. C'est vraiment plus facile. Y aller aussi progressivement, c'est toujours la clé. Si tu es un coureur de 140, de tomber à 180, ça peut peut-être même causer des tensions, puis pas nécessairement des blessures, mais des tensions. Mais il y a des playlists pour toutes les BPM. C'est ça. Fait que tu commences à 150, puis après ça, une semaine, puis après ça, 160, 170, 180, puis demander, tu vas toucher ton 180. Puis c'est pas vrai que le gold standard, c'est 180. C'est plus ou moins 10 battements, selon moi, probablement. Mais dans ce range-là, c'est quand même plus acceptable. Puis ça va te permettre d'appliquer un peu ce qu'on vient de dire sans y penser vraiment. Ouais, exact. Là, ensuite, parlons de souliers. Ouais. Les souliers. Qu'est-ce que tu en penses? Parlons du Nike Vaporfly. Le Vaporfly. J'ai regardé pour le bienfait du podcast qui a été sorti en 2017, première édition. Qu'est-ce que tu en penses de leur 4%? Eux autres, c'est 4% qui disaient. 4%. Amélioration c'est la performance. De 4%. T'sais. Performance, ça peut être un temps chrono. Moi, je suis sûr que... Écoute, j'ai assez testé à des vitesses. Je veux dire, je suis pas loin d'être un coureur élite, mais je suis quand même un coureur de bon calibre. J'ai testé en entraînement des souliers différents, à différentes vitesses. Ça fait une différence. Ça fait une différence sur la vitesse. Oui, je la sens. Combien de pourcents tu la sens? Combien de pourcents? Honnêtement, à intensité pareille, j'irais jusqu'à 3 secondes. Mettons, à 3,20 du kilo, qui est mon pace de 5 kilos quand on l'a fait ensemble au centre des glaces, quand vous me paysiez, 3 secondes du kilo. J'ai envie de dire, ça représente combien de pourcents, je sais pas, mais c'est 3 secondes du kilo, j'ai envie de dire. OK. Mais au niveau de ses efficacités, tu sens que t'es mieux avec ce genre? Je sens que oui. Je sens que ça a une différence. Tu sais, puis je vais parler un peu des deux cas, mais moi aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait pas de différence, etc., ou que c'est marginal comme différence. Il y a certainement beaucoup de marketing autour de ça. Énormément. Parce que, tu sais, les nouvelles mousses, les nouvelles plaques, ça coûte la palette. Donc, est-ce que ça vaut vraiment ça? Je pense pas, honnêtement. C'est sûr que les super mousses, ils ont différentes tu payes pour la recherche et développement aussi, faut pas oublier. C'est ça, exactement. Fait que, il y a beaucoup de ça, beaucoup de marketing, le prix, etc., qui est un petit peu amplifié, mais moi aussi, j'ai une amour profonde des souliers et je ressens la même chose que toi. On le sent. Est-ce que c'est 4%? Je peux pas le dire, mais après ça, il y a quand même plusieurs études là-dessus. Là, le podcast, je sais pas quand il va sortir, là, mais on a fait un podcast... avec Alexis, Alexis Lepage? Non, avec Alexis qui fait un podcast qui s'appelle Parle-moi de santé, qui est un podcast de vulgarisation scientifique, puis il est venu me parler de blessures, en tout cas, qui est physiothérapeute, il est venu me parler de blessures. Puis, ce qu'il disait par rapport aux souliers, il dit, OK, peut-être la plaque de carbone, bien que ça n'a pas été isolé comme étant, pour faire des études approfondies, ça n'a pas été isolé, la plaque de carbone comme telle. Mais...
le Alpha Fly, le New Balance Fuel Cell RC Elite, toutes les gammes de souliers, peu importe lesquels, c'est que c'est aussi leur soulier le plus léger, leur soulier le plus confortable, exact. Leur soulier, tu sais, fait que toutes ces affaires-là, en plus de la plaque de carbone. Fait que, est-ce que c'est la plaque de carbone? Est-ce que c'est le fait que c'est le soulier qui pèse? L'effet placebo. Tout ça, l'effet course de race day. C'est ça, tu as ton 4% dans la tête. Puis là, il y a beaucoup de raisons, sauf que, ceci étant dit, quand tu l'essayes à une vitesse élevée, parce qu'à 5 du kilo, je suis pas sûr que quelqu'un va voir une différence entre ça et n'importe quel soulier. Ben même à 5 kg, moi je vois au niveau du confort. Pas au niveau de la performance, exact. Au niveau du confort. Confort, légèreté, c'est sûr. Mais performance, tu le verras pas tant que ça. Moi, je pense que le poids a un énorme impact là-dessus. C'est ce qu'Alexis nous disait. Il disait que c'était ça le facteur numéro 1. Exactement. Puis, tu sais, la plaque de carbone, oui, je vais en parler un petit peu prochainement. La mousse. Moi, je pense que la mousse a un impact bien plus grand que la plaque sur le retour d'énergie, l'accumulation, le retour, que la plaque. Mais en tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Mais justement, une étude de Barnes de 2019, une Randomized Crossover Study, ce qui veut dire, c'est un type d'essai clinique pour vous dire un peu à quoi ça ressemble, que les participants reçoivent tous le même traitement, les 2 ou les 3 traitements qu'il y a. Donc, tout le monde va faire toutes les conditions, puis on va regarder un peu à quoi ça va donner. Donc, c'est quand ça quand même. Puis ils font toutes les conditions en sachant pas quelles conditions sont en train de faire. Exactement. C'est sûr que là, les souliers, c'est un peu biaisé dans le sens que. Mais en fait, c'est intéressant parce que dans cette étude-là, il y avait 4 souliers. Il y avait 4 souliers différents. Il y avait le Vaporfly. Le Vaporfly, en fait, j'ai pas trouvé s'il avait ajouté du poids au Vaporfly ou à l'autre soulier, juste pour essayer de biaiser un peu peut-être l'effet placebo, justement. Bref, il y avait un des 2 souliers qui avait ajouté du poids. Je pense que c'est le Vaporfly. Il faudrait que je confirme pour pas me faire lancer des roches. Il y avait le Matumbo, qui est un spike un peu plus racing là, de Nike, le Zoom Matumbo 3. Et le Adidas Adizero Adios 3. Pas le Pro, en fait, le normal qui est un peu plus flat, là, un peu plus. Pas beaucoup de mousse, etc. Et il y avait 24 coureurs élites, 12 femmes, 12 hommes qui faisaient justement les 4 souliers, 5 minutes par soulier, qui venaient sur 3 visites différentes à faire des vitesses différentes. Donc 14, 18, 16 km/h, 15 km/h et un test de VO2 max même. Et on a quand même mesuré justement la consommation de VO2, etc. Et ce qu'on a remarqué, on n'est pas loin quand même du 4%, que le Vaporfly améliorait l'économie de course de 2,6%, plus ou moins 1,3%. Ça t'amène à 3,9. Ça nous amène à 3,9. Fait que, l'économie de course, en tout cas, elle serait améliorée de 2,6. Donc, on peut pas dire 4%. Si on met le plus ou moins peut-être, là, mais quand même. Ça, c'est comparé justement au Matumbo, qui est les spikes un peu plus. On parlait de 4,2% si on le comparait avec le Adidas Adizero Adios 3. Et on parlait de 2,9% lorsqu'on le comparait justement en termes de poids. On ajoutait du poids, le match weight avec le Adizero de Adidas justement. Donc, il y a quand même significativement autour de 3%, 2% d'amélioration de l'économie de course sur des visites qui ne sont pas très espacées. Donc, là, on parle de tout le monde qui a fait toute la même chose, toutes les conditions, tous les souliers. C'est quand même assez. Il y a des chances que ce soit précis. Là, c'est quand même assez précis, puis on parle justement d'une bonne amélioration en termes de pourcentage. Fait que ça, selon moi, il y a quand même un petit impact non négligeable. Et justement, par rapport à ça, j'ai été chercher l'étude de Will Watcher. Ça, c'est vraiment intéressant. Et collaborateur de 2024, encore une fois 2024, qui ont analysé les performances par rapport à la World Athletics sur les sites de la World Athletics de 2010 à 2022 de toutes les distances. Donc, on parle du 100 mètres, du 110 mètres haies, 200, 400, 400 mètres haies, 800, 1500, 3000 steeple, 5000, 10 000, demi-marathon, marathon. Et ce qu'on a observé, c'est qu'avant 2017, justement, l'amélioration des performances suivait une courbe un peu normale en termes de temps. On parlait de moins de 0,5% souvent d'amélioration. Fait que les gens sur un 5000, ils allaient chercher 1 ou 2 secondes, etc. Mais à partir de l'introduction des super shoes, on est allé chercher des améliorations de temps qui sont un peu plus faramineuses. Là. On parle, mettons, sur un 3000 steep. Ça, c'est pour les femmes de presque de 2%. C'est ça.
après, puis avec un pic justement en 2021 qui atteint le 2%. Sur un 5000 chez les femmes, on parle de 2,2% à peu près, avec un pic en 2021 aussi. En demi-marathon, en 2022 chez les femmes, 3,3% environ. Puis c'est ça qui a changé. C'est ça, exactement. C'est ça qui a changé. Il y a pas, oui, il y a les facteurs physiologiques, il y a notre connaissance de l'entraînement, mais dès l'introduction... ça, c'est la course. Ça, c'est la courbe normale. Oui, notre apprentissage des techniques d'entraînement, c'est ça qui explique la courbe normale, dans le fond. C'est une mini-augmentation. On va chercher, on va grappiller des secondes par-ci par-là, mais dès l'introduction de cette technologie-là, ben, en fait, toutes les compagnies se sont mis là-dedans à 100%. Fait que le Research and Development, comme tu disais, il y a quand même eu un essor faramineux, puis je pense que il y a une partie... C'est trop évident que ça a un lien. Puis si jamais ils décidaient de tirer la plug sur les souliers, les Super Shoes, ça ferait comme ça a fait en 2009 avec les maillots de bain. C'est-à-dire que là, tous les records du monde étaient faits avec des maillots de bain. Ils ont tiré la plug. Ça a pris 10 ans avant que les temps... La courbe normale. Ça leur a pris la courbe normale, puis la courbe normale a fini par éventuellement rattraper les maillots de bain. Tu sais. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis... je veux dire, c'est pas des stats qui manquent nécessairement, mais c'est quand même assez révélateur, selon moi, cet essor-là, justement, des améliorations des temps. Je veux dire, en 2022, chez les hommes, on parle de 1,3% d'amélioration. Il y a plus d'amélioration chez les femmes, en général, là, selon ce que j'observe de l'étude, mais selon les hommes aussi, demi-marathon, marathon, 1,3%, 1,4%, comparé à des 0,1%, 0,2% avant, ça manque quand même pas. Puis comme tu dis, c'est bien beau s'entraîner plus fort pour avoir des meilleures connaissances, appliquer la technique norvégienne ou pas, etc. Mais à un moment donné, des améliorations de 3-4% de performance au niveau mondial, ça se fait pas ça se fait pas comme ça, justement. C'est aussi bon chez les coureurs de loisirs, apparemment. Il y a des résultats qui comparent justement des coureurs qui vont aller... on fait les deux conditions, classic shoes versus super shoes. On serait capable d'aller chercher une économie de travail aussi, malgré que les gens soient un peu plus loisirs, amateurs, débutants, à des 10, des 12 km/h, si on compare les deux. Donc, une amélioration de la vitesse à VO2, puis une amélioration aussi de l'économie de travail ou de l'oscillation verticale, etc. aussi, qui pourrait être observée. Donc, c'est vraiment intéressant à appliquer même et à porter peut-être même pour des débutants qui pensent que... honnêtement, il y a beaucoup de choses à aller chercher avant ça. Moi, c'est ça, mon gros disclaimer, c'est tu peux te payer 3 paires de souliers pour le prix d'une. Fait que exact. T'es pas obligé d'aller chercher ça. T'es vraiment pas obligé. Puis je suis d'accord avec toi, peut-être que ça a un petit avantage, mais commence par augmenter ton volume. Exact. La qualité de tes intensités, l'importance que tu accordes à ça dans ta vie. Puis ça va aller chercher bien plus de pourcentage que ça. Mais puis en plus, si tu décides de faire des fois des courses, t'es inscrit à un 10 km, un marathon, un demi-marathon, sors-le la journée de ta course, puis ça te donne comme un petit boost, là, un petit boost de confiance, une petite motivation supplémentaire. Un petit effet placebo. L'effet placebo, des fois, ça explique beaucoup de choses. Fait que peu importe si ça marche ou ça marche pas, des fois, si tu as confiance en souliers... let's go, hein? Exact. Puis il y a plusieurs autres phénomènes, outre l'économie de course en tant que telle. Pourquoi on pourrait dire que ça va chercher un 4% ou ça va améliorer les super shoes? L'étude justement de Hugh Kammer et collaborateurs de 2019 nous dit qu'eux, ils croient, selon les analyses qu'ils ont fait avec plusieurs types de souliers, que ce serait la capacité de energy storage, donc d'accumulation d'énergie dans le midsole qui ferait la plus grosse différence. Et l'effet levier de la plaque de carbone, justement, qui va te donner une propulsion qui est un petit peu plus intéressante. Et aussi l'effet, le stiffening effect. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, de la rigidité au niveau des articulations métatarso-phalangiennes. Donc, ça te donne un petit peu plus de spring au niveau de tes articulations du pied pour propulser vers l'avant. Il attribuerait un peu, justement, l'effet du super shoes à ça, mais principalement au midsole, qui, comme je le disais tantôt, moi, selon mon feeling, est le facteur le plus important avant la plaque de carbone. Il y a de l'amélioration d'économie de course pour faire l'avocat du diable qui a été observé avec des souliers minimalistes aussi.
Ouais. Donc, il faut en parler. Justement, il y a des études là-dessus. Andreo et collaborateurs en 2021 qui vont l'observer. Eux, ils ont comparé plein de souliers, des souliers minimalistes, et il y avait certains résultats avec l'amélioration de l'économie de course avec les souliers minimalistes. Par contre, eux, ils mettent un petit bémol là-dessus parce que ils disent que justement, ça prend une période de transition là-dedans. Tu peux pas tomber d'un Alpha Fly à un soulier là, qui est très, très mince du jour au lendemain parce que il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il faut que tu modifies ton volume. Tu peux l'introduire un petit peu plus relax si tu crois à ça, puis c'est vers ça que tu veux aller. Peut-être ajuster au niveau de la foulée aussi, comme on disait tantôt, les beats par minute qui peuvent être ajustés en même temps, qui peuvent être intéressants. Justement, il y a plein de facteurs de risque, puis la transition est très importante. Ne pas passer de 100 km avec des super shoes à 100 km sans. Là, Puis, anyway, de mettre tout le temps des super shoes, c'est pas, comme on le disait, au niveau psychologique, etc., c'est peut-être pas la meilleure option possible. Un autre facteur qui améliore finalement l'économie de course, on arrive à la fin, l'altitude, les camps d'altitude. Ça a été prouvé aussi dans le passé. Il y a plus d'études dans le passé, je pense qu'ils avaient fait le tour, fait qu'ils ont arrêté d'analyser ça. Mais justement, par des facteurs métaboliques, l'efficacité de l'utilisation de l'oxygène, les mitochondries qui sont augmentées, les enzymes oxydatives qui sont augmentées avec l'altitude qui pourraient améliorer l'économie de course aussi. Et finalement, petite expérience pour conclure ceci. Courir à une vitesse spécifique, selon moi, ça pourrait améliorer ton économie de course aussi. Je ne sais pas si toi, tu as observé ça. Mettons, faire du pace marathon, te sentir confiant à ton pace marathon, ton pace demi. Il y a beaucoup de coachs qui vont prôner aller plus vite que ça, dans les gros intervalles, plus VO2 max, etc. Ça va te permettre d'expérimenter comme des vitesses plus élevées. Fait que quand tu vas arriver à ta vitesse marathon, ça va être plus facile, etc. C'est comme une mentalité que les coachs ont en général. Je suis un peu d'accord avec eux, mais je pense que d'habituer ton corps à courir à une vitesse va augmenter, selon moi, ta capacité à courir à cette vitesse-là, ta capacité brute en termes de temps, en termes d'efficacité, etc. Et ça, j'ai fait un peu le test là, de façon, sans le savoir, l'année passée. J'ai fait des tests de lactate, quelques-uns dans ma vie. Et justement, j'ai pris 2 tests pour terminer le podcast d'aujourd'hui pour vous montrer à quel point, justement, moi, je crois personnellement que courir à une vitesse spécifique peut améliorer ton efficacité à cette vitesse spécifique-là. J'ai comparé mes 2 tests de lactate de mars 2023 mars 2024. Un an plus tard, en ayant fait beaucoup plus de pyramidal sur ma saison 2024 que 2023. Donc, 2023, j'ai fait une année marathon, un hiver marathon aussi, mais j'étais beaucoup sur la piste. On faisait des vitesses quand même assez élevées. J'ai mis moins d'importance sur le tempo, des trucs comme ça. J'ai quand même eu un très bon résultat sur marathon. 2024, je suis allé... T'étais plus 80-20 que... Polarisé, mettons, un peu plus. Là, fait que du 80-20, mais avec une intensité un petit peu plus haute. Que là, t'étais 95-5 avec 15 tempo. Vitesse marathon. En 2024. En 2023, malgré moi, c'était un petit peu l'opposé. Je vais lancer des fleurs à mon ami Ryu parce que je m'entraîne beaucoup avec lui puis il va plus vite que moi. Tu faisais de la vitesse avec lui. Fait que, tu sais, mettons son pace 5, pour moi, c'est mon pace 3. Fait que, tu sais, je me mettais dans ses fesses puis je le suivais. Fait que, tu sais, par orgueil, on connaît tous les entraînements de piste. Là. Fait que je le suivais puis finalement, j'étais tout le temps au-dessus de ma zone, mais ça a donné des très bons résultats quand même. Bref. Donc, un test de lactate à 17 km/h, ce que j'extrapolais comme étant ma vitesse marathon pour les deux années 2023-2024. 4 minima la vitesse marathon. Sur mon test lactique incremental. En 2023? Oui, en 2023, ce qui est quand même assez... 4 millimoles? Oui, c'est quand même assez élevé. Là. C'est théoriquement le seuil anaérobique, selon plusieurs études. 2024, pour le même test, à la même date ou presque, à quelques jours d'intervalle, 1,7. C'est fou, ça. La différence est quand même gigantesque. Là, pour avoir un peu modifié totalement, j'ai pas fait de polariser du tout. Là, j'ai fait quelques intervalles de vitesse brute, mais je te dirais que presque 25% de mon entraînement était du pyramidal vers le tempo, vers du pace demi, du pace marathon, du pace 30. J'en faisais énormément. Puis tu sais, c'est une personne, c'est moi, sur un test de lactate. Ça vaut ce que ça vaut, mais passer de 4 à 1,7 pour une vitesse donnée, c'est quand même énorme. Il y a aussi la fatigue de la journée, il y a aussi plein d'autres facteurs, mais c'est quand même c'est drastique. Là. C'est quand même beaucoup. Puis ce qui me fait dire que, je veux dire, je veux pas tourner le fer dans le plaid, mais tu dois être quand même en tabarnak de pas avoir pu faire un marathon à ton plein potentiel avec cette donnée-là, parce que cette donnée-là, ça fait la différence entre
ça veut dire que l'année passée, à cette vitesse-là, tu étais au threshold. Puis le threshold, tu le tiens pas vraiment pendant 42 kilos. Non, exact. Puis là, tu étais loin du threshold. C'est le seuil aérobique est à combien? Mon seuil aérobique est à 4 flats, à peu près 4. Mais il est à combien de millimoles? C'est quoi la... Ah, ben ça dépend des gens. On va parler à peu près de... Tu sais, 2, c'est vraiment la maximum limite. Ouais. Là, mais tu sais, souvent, c'est 1.5. Mais fait que t'es quasiment dans ce range-là là, cette année. Là. Ça veut dire que ton pace marathon était vraiment easy pour toi là, cette année. Vraiment. Là. Puis après ça, c'est quand même que t'as pas eu l'occasion de traduire ça dans une performance. Ce qui est intéressant dans ce test-là, c'est que j'ai fini au même palier, par contre. J'ai pas été plus loin dans l'effort. C'est ça, parce que t'as pas fait ce top end-là. Ma tolérance, selon moi, c'est ce que j'en ai conclu, c'est que ma tolérance lactique était beaucoup moins élevée parce que je suis allé moins là-dedans. Ouais. Fait que peut-être que sur une fin de course où j'avais les jambes sautées puis que j'essayais d'augmenter la vitesse, il n'y aurait pas eu de gear. T'aurais peut-être pas été capable, ouais. Mais j'aurais été capable de tolérer probablement plus longtemps. Peut-être que mon mur serait probablement que t'aurais été capable de tolérer un petit peu plus vite aussi. Là, il y avait le facteur gastro-intestinal. Ouais, non, c'est sûr. Là. Mais tu sais, pour défendre la méthode que j'avais utilisée cette année, 2 semaines, j'en ai pas parlé du tout. En fait, là, je ne l'ai pas mentionné presque à personne, mais 2 semaines plus tard, je suis allé faire le marathon de White Mountains, qui est un marathon en descente. Puis j'ai fait à quelques secondes près de mon meilleur temps à vie, 2 semaines après Rotterdam, qui était Vegas, qui était un faux plat descendant aussi. Là. Mais puis là, l'après n'était pas à point pour ça. 2 semaines plus tard. Ouais, c'est ça, exact. J'ai fait, mettons, Rotterdam en 2,45, ce qui est loin d'être mon meilleur temps, mais tu sais, ça taxe quand même. Ben oui. L'énergie, c'est ça. C'est 2 semaines plus tard être capable de refaire un 2,33, 0,3, mettons. Ouais. Même si c'est un long faux plat descendant en descente, ça casse les jambes, c'était tough. Puis ça me prouve que, OK, ben, je vais aller mieux que ça. Ouais, c'est ça, exact. Mon entraînement était bon, mais c'est ça. Ça s'est pas concrétisé, malheureusement. La prochaine fois. Next time. Until the next time. Until next time. Cool, man. Voilà. Merci beaucoup Bye. pour ce masterclass.